Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec les tensions en péninsule coréenne. Un représentant officiel de la République populaire démocratique de Corée a déclaré que les diffusions sonores provenant de Corée du Sud pourraient déclencher une guerre entre les deux pays. Ces remarques ont été faites lors d'un rassemblement qui a eu lieu vendredi. Elles constituent la première réponse officielle de la RPDC aux diffusions sud-coréennes. Parce qu'ils sont jaloux du succès de notre essai de bombe hydrogène, les États-Unis et ses suiveurs nous poussent à l'affrontement. C'est pour ça qu'ils ont repris leur diffusion de messages psychologiques et rapatrié leurs bombardiers stratégiques. La télévision d'État de République populaire démocratique de Corée, la KRT, a diffusé des images du rassemblement montrant des milliers de personnes réunies dans le centre de Pyongyang. Vendredi, la Corée du Sud et la RPDC ont repris les barrages de propagande à la frontière. Cela fait suite à l'annonce de la réalisation du 4e test nucléaire par la RPDC ce mercredi. Plus tôt dans la journée, 300 manifestants, surtout des vétérans de guerre, se sont rassemblés à Séoul afin de protester contre l'essai nucléaire nord-coréen. La Corée du Nord essaie d'augmenter ses capacités nucléaires et cela signifie que la menace qui pèse sur notre pays s'alourdit. En Afrique, une nouvelle attaque a visé des touristes étrangers en Égypte. 2 Autrichiens et un Suédois ont été blessés vendredi dans une attaque contre l'hôtel d'une station balnéaire Hurghada. La police a tué un assaillant et blessé un second. L'attentat de Hurghada, station très prisée sur les bords de la mer Rouge, pourrait porter un nouveau coup dur au tourisme en Égypte, déjà frappé de plein fouet après le crash fin octobre d'un avion de touristes russes dans le Sinaï, revendiqué par le groupe djihadiste État islamique qui avait fait 224 morts. Les 3 touristes blessés à Hurghada souffrent de blessures à l'arme blanche, mais leur état est stable. Vendredi soir, les assaillants, armés de couteaux, ont tenté d'entrer dans l'hôtel Bella Vista en passant par le restaurant de l'établissement. Un des 2 assaillants a été abattu par les forces de sécurité, tandis que le second a été grièvement blessé. Depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013, l'Égypte est en proie à de nombreuses attaques djihadistes qui visent principalement les forces de sécurité. Les stations balnéaires de la mer Rouge avaient été relativement épargnées et Hurghada et Sharm el-Sheikh continuaient d'attirer des visiteurs venus notamment de Russie ou d'autres pays d'Europe de l'Est. Le gouvernement turc a déclaré que ses opérations contre le Parti des travailleurs du Kurdistan dureraient jusqu'à la fin du mois de janvier. L'annonce intervient suite à la requête de la Cour européenne des droits de l'homme qui a demandé à Ankara des explications quant au couvre-feu en place dans les quartiers concernés. 2 soldats turcs sont morts vendredi lors d'affrontements distincts qui ont pris place dans le sud du pays, à Sirnak et à Diyarbakir. L'armée turque a annoncé qu'elle avait tué 384 combattants du PKK depuis la mi-décembre. Depuis la ville à majorité kurde de Diyarbakir, nous revenons sur ces 3 décennies de conflit. Pendant des années, on l'a appelée la question kurde. L'appellation fait référence à l'épine dans le pied du gouvernement turc, nommément les Kurdes et ce qu'il convient d'en faire. Cela fait des années que les gouvernements nationalistes se succèdent en Turquie et interdisent tour à tour l'art, la musique et la littérature de ce peuple. Puis en 1984, un groupe de rebelles kurdes, le Parti des travailleurs du Kurdistan ou PKK, s'engage dans la lutte armée contre l'État turc afin de demander plus d'autonomie. Ils ont mené de larges campagnes d'attaques terroristes visant civils et forces de sécurité dans les villes majeures du pays. Depuis lors, Ankara et Istanbul ont été touchés. Le gouvernement a répliqué en rasant des milliers de villages dans le sud-est du pays à majorité kurde. Plus de 40 000 personnes ont perdu la vie au cours de ces 30 années de conflit. La Turquie a fini par donner plus de droits aux quelques 23 millions de Kurdes qui y habitent, mais peu d'entre eux sont satisfaits des concessions du gouvernement. Il n'y a pas de problème kurde, il y a un problème de terrorisme. Mais en Turquie, nombreux sont ceux qui sont étroits d'esprit et qui n'ont de cesse de répéter le problème kurde, le problème kurde, le problème kurde, le problème kurde. Certains observateurs déplorent une situation où tout ce qui peut être fait aujourd'hui resterait insuffisant et interviendrait trop tard. Mehmet Kaya a passé des années à étudier les problèmes sociaux et politiques du sud-est du pays.
halen bir Kürt ana dilini eğitim olarak alamıyor. Au final, une personne kurde ne peut pas recevoir d'éducation dans sa langue natale. Ils ont encore des problèmes de gestion de leur territoire. Dans la Constitution, les Kurdes sont assimilés aux Turcs. La ville de Diyarbakir a longtemps été considérée comme la capitale kurde de la Turquie. Cela lui donne aussi la réputation d'être le siège du PKK. Tout au long de cette guerre civile meurtrière, la ville a été le théâtre de nombreux affrontements et manifestations. C'est pourquoi ses relations avec Ankara sont encore aujourd'hui très compliquées. Le sud-est est la région la plus pauvre de Turquie. Beaucoup accusent le manque de soutien et de subventions du gouvernement. Au cours des 4 dernières semaines, 400 personnes y sont mortes lors de combats. Bugünün travmaları Les traumatismes subis ont donné naissance à une jeune génération avec qui toute possibilité de dialogue est rompue. Ce désengagement du gouvernement a créé une jeunesse kurde qui refuse de vivre avec les Turcs. Tant que la question kurde n'est pas résolue, la violence continuera. Lors d'élections parlementaires historiques qui se sont tenues l'année dernière, le Parti démocratique du peuple est devenu le premier parti pro-kurde à entrer au gouvernement. En décembre, ils ont de nouveau appelé à plus d'autonomie pour les Kurdes. Par ailleurs, le succès d'autres groupes kurdes en Irak ou en Syrie pourrait mettre à mal l'intention du gouvernement de mettre fin au combat d'ici la fin du mois. Au Moyen-Orient, l'Iran accuse la coalition saoudienne d'avoir bombardé son ambassade à Sanaa, la capitale du Yémen. L'Arabie saoudite et le Yémen démentent ces allégations. Jeudi, l'Iran a annoncé que son ambassade à Sanaa avait été touchée par des frappes aériennes de la coalition saoudienne. L'accusation intervient dans un contexte où les tensions entre les puissances chiites et sunnites de la région sont vives. Selon l'agence SPA, l'organe de presse étatique d'Arabie saoudite, le commandement de la coalition a déclaré que ces allégations étaient fausses et vides. Le ministre yéménite des Affaires étrangères a par ailleurs déclaré que l'ambassade iranienne n'avait pas été visée. En parallèle, des milliers de Yéménites sont descendus dans la rue ce vendredi afin de dénoncer l'offensive menée par l'Arabie saoudite sur leur territoire depuis plus de 9 mois. Les manifestants ont demandé à la communauté internationale d'intervenir afin de mettre fin à la guerre. Ils ont également accusé la coalition d'utiliser des bombes à fragmentation qui sont internationalement prohibées. Nous sommes venus aujourd'hui pour dénoncer l'utilisation illégale de bombes à fragmentation que nos agresseurs larguent sur Sanaa et sur tout le Yémen. Notre peuple n'acceptera pas ces collaborateurs qui déchirent notre pays même s'ils utilisent l'arme nucléaire contre nous. Ils forment un gang d'agresseurs, les États-Unis, Israël et l'Arabie saoudite. Regardez ces crimes que l'Arabie saoudite est en train de perpétrer en utilisant des bombes à fragmentation. Nous en appelons à la morale internationale pour que les crimes commis contre le peuple yéménite soient révélés au grand jour. En Europe, le Danemark prévoit de saisir les biens des migrants les plus aisés dans l'objectif de financer les prestations sociales qu'ils perçoivent. Il ne s'agit d'ailleurs que l'une des mesures qui devrait être inscrite dans la loi par le nouveau gouvernement de centre-droit. C'est ici que toute personne demandant l'asile au Danemark doit se rendre. Pour assurer la sécurité du centre d'enregistrement de Sandholm, des contrôles de police ont été instaurés. De plus, et pour des raisons budgétaires, les autorités danoises pourraient également saisir les biens des réfugiés dont la valeur dépasse 440 $. Le but annoncé de cette mesure est officiellement de financer leur accueil. Nous avons eu un exemple, je pense que c'était en Suède, où des gens arrivés en jet privé ont demandé l'asile. Et c'est en raison de telles histoires que nous disons, si vous atterrissez en jet privé au Danemark, vous pouvez probablement prendre soin de vous plutôt que de nous le demander. Cette année, pas moins de 25 000 migrants et réfugiés sont attendus au Danemark. De part et d'autre, on souhaite réduire ce chiffre. En juin dernier, les Danois ont élu un gouvernement de centre-droit qui avait promis de renforcer les règles régissant l'asile. Demander aux migrants les plus riches de payer leur séjour n'est qu'une des mesures aujourd'hui controversées. Celle-ci devrait être adoptée par le Parlement dès février, avec pour ambition de faire du pays aujourd'hui terre d'accueil de réfugiés, une destination beaucoup moins prisée. Pour les plus critiques, il est pourtant évident que les réfugiés traversant la frontière transportent rarement des biens de valeur. La Croix-Rouge danoise, quant à elle, se montre plus inquiète face à d'autres propositions. Pour nous, il est bien plus inquiétant de voir le gouvernement et la majorité du Parlement tenter de limiter le regroupement familial à 3 ans. Cela nous alerte car cette mesure aura des conséquences sur le bien-être social des individus, mais aussi sur les familles laissées pour compte.
Les réfugiés qui sont eux déjà dans le système expriment un sentiment partagé. Si je vais en Iran, ils pourraient me tuer ou m'emprisonner. Ici, c'est donc un meilleur choix pour moi. Mais pour celui qui n'a pas de problème, l'Iran pourrait être mieux. Ici, le parti au pouvoir tente continuellement de rendre compliquée la vie des civils à la recherche d'un endroit sûr. C'est inacceptable. Le fait de saisir des biens consiste surtout à envoyer un message disant que les réfugiés sont certes bienvenus, mais sans plus. C'est dans un hélicoptère militaire que le narcotrafiquant Joaquín El Chapo Guzmán a quitté Mexico vendredi soir. L'homme retourne dans la prison dont il s'était évadé il y a 6 mois. Aujourd'hui, les forces fédérales ont réussi à arrêter Joaquín Guzmán Loera, l'homme le plus recherché au monde, ainsi que Jorge Iván Gastelum, démontrant à nouveau qu'aucun criminel n'est à l'abri de l'État mexicain. Joaquín Guzmán Loera avait comme projet la réalisation d'un film autobiographique. Il a donc contacté des actrices et des producteurs. Il s'agit maintenant d'une nouvelle enquête. Guzmán, l'un des barons de la drogue les plus recherchés au monde, a à son actif la contrebande de cocaïne, d'héroïne et de méthamphétamine en direction des États-Unis. C'est son cartel basé dans son état d'origine, Sinaloa, qui gérait ses activités. El Chapo s'était évadé de la prison dans laquelle il était détenu depuis la salle de douche grâce à un tunnel long d'1,5 km. Le trafiquant a été appréhendé par la police au Sinaloa à la suite d'une fusillade avec des marines mexicains. On pense que 5 de ses complices ont été tués lors de l'opération ayant réuni l'armée et la marine, en plus des forces de police. L'évasion de Guzmán en juillet dernier était la seconde. Il avait en effet été arrêté au Guatemala en 1993, avant de s'échapper de la prison de Puente Grande en 2001. C'est caché dans un panier à linge et après avoir soudoyé des responsables qu'il y serait parvenu. La cavale d'El Chapo avait duré 13 ans. Il avait été capturé une deuxième fois en 2014. Les candidats à la présidence de Taïwan se sont affrontés une dernière fois lors d'un débat télévisé. Eric Chu du Kuomintang, James Soong du Parti du Peuple et Tsai Ing-wen du Parti démocrate progressiste ont discuté de leurs politiques économiques et sociales respectives. Ils ont notamment débattu de la possibilité d'importer du porc américain contenant de la ractopamine, une substance qui permet d'obtenir de la viande plus maigre et plus protéinée. Eric Chu a dit que Taïwan ne devrait pas se précipiter pour lever l'interdiction sur la ractopamine. James Soong a aussi exprimé une vive opposition à ces importations. Lors du débat télévisé précédent, Tsai Ing-wen a suggéré que Taïwan adopte les normes de la Corée du Sud et du Japon en la matière. Sa position a suscité les critiques des éleveurs de porc qui prétendent que l'ouverture du marché local au porc américain qui contient de la ractopamine mettrait en danger la santé publique. L'association des éleveurs de porc de Taïwan a menacé d'organiser des manifestations si l'interdiction était levée. L'élection doit se dérouler le 16 janvier prochain. La population doit aussi choisir ses députés lors de ce scrutin. La Chine constitue désormais le plus grand marché du jeu vidéo dans le monde, avec la plus grande population de joueurs et les plus forts profits. Mais l'industrie chinoise souffre encore pour sa majorité. Il y a 18 ans, Zhang Lei était juste un adolescent fou de jeux vidéo. Maintenant, c'est un développeur. Sa carrière ressemble à une chronique du jeu en Chine qui est passée des jeux sur console ou PC à des applications sur portable. Entre 2010 et 2013, les entreprises de jeux chinoises ont commencé à prendre leur élan. C'était l'âge d'or. Après avoir fini son dernier projet, Zhang a pris une pause pour réfléchir à la suite. Lancer sa propre entreprise était une option parmi d'autres. L'industrie chinoise du jeu a battu celle des États-Unis et du Japon en 2015 avec 22 milliards de dollars. La raison de ce succès est simple. La plupart des jeux sont désormais en ligne et la Chine a la plus grande population d'internautes. L'ancien collègue de Zhang Lei, Sun Jianfeng, a commencé sa propre entreprise en 2014. Il dit que le marché devient de plus en plus rentable, mais qu'il est moins approprié aux PME. En 2014, presque tous les investisseurs refusaient d'investir dans des programmes liés au jeu. Nous ne pouvions pas lever de fonds. En 2015, ce canal a été bloqué. Les revenus ont été partagés entre géants.
Les géants dont M. se parle sont Tencent et NetEase qui détiennent beaucoup d'argent et une large base d'utilisateurs. Tencent, par exemple, peut lancer un jeu par son service de messagerie comme QQ ou WeChat et instantanément avoir plus de 600 millions d'utilisateurs. La seule façon de survivre est d'explorer le marché de niche qui n'a pas encore été investi par les géants. Par exemple, nous développons des jeux de stratégie qui se focalisent sur le roleplay. Zhang Lei a finalement décidé de ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Il dit que la fenêtre s'est refermée. Pour lui, rejoindre une grande entreprise pourrait constituer une meilleure solution. Le monde entier s'est précipité pour voir le dernier volet de la saga Star Wars lors de sa sortie il y a maintenant 2 semaines. Néanmoins, le public chinois a dû se montrer plus patient. La première de l'épisode Le Réveil de la Force a eu lieu à Shanghai dimanche soir. L'équipe du film et les acteurs étaient présents. Jeffrey Jacob Abrams est le réalisateur du dernier épisode de la saga Star Wars, à savoir Le Réveil de la Force. Il a foulé le tapis rouge aux côtés de la productrice Kathleen Kennedy et des stars du film, John Boyega et Daisy Ridley. Ils nous ont livré leur enthousiasme quant à la sortie du film en Chine. As a kid, I was always a fan of Star Wars, and so that was always closer to my heart. Yuan Li, Jia, Xin. Yeah? Yeah? Les fans se sont réunis devant le Grand Théâtre de Shanghai afin d'apercevoir les stars. Beaucoup ont revêtu les costumes de leurs personnages préférés pour l'occasion. Près de 4 décennies après le premier film de la saga Star Wars, Le Réveil de la Force a battu des records d'audience dans le monde entier suite à sa sortie le 18 décembre. Le film a généré $1 milliard de recettes en 12 jours seulement, ce qui constitue un nouveau record de l'histoire du cinéma. Il a réalisé le plus gros week-end de sortie en Amérique du Nord et a vendu le plus de tickets le jour de Noël. Il a également battu tous les records en termes de deuxième meilleur week-end. Au-delà du continent nord-américain, les ventes mondiales ont atteint les 529 millions de dollars à l'ouverture. Les ventes de tickets pour les séances IMAX ont atteint les 100 millions de dollars en 10 jours. Il s'agit d'un nouveau record mondial et tous ces records ont été battus sans la Chine, qui est aujourd'hui le second plus grand marché pour les films. Les fans chinois n'auront plus à patienter très longtemps avant de pouvoir voir le dernier épisode. En attendant, une exposition de figurines en édition limitée attire de nombreux curieux dans les centres commerciaux de la ville. Star Wars, Le Réveil de la Force sortira en Chine le 9 janvier. De nouveaux records sont alors attendus. À ce jour, le film venu d'Hollywood le plus profitable en Chine demeure Fast and Furious 7, qui a généré près de 390 millions de dollars. Le film ayant généré le plus de recettes au monde demeure Avatar avec 2,8 milliards de dollars. Le plus grand salon de l'électronique pour les consommateurs de toute la planète se poursuit à Las Vegas. L'événement s'est fait un nom en présentant les plus récentes avancées technologiques disponibles à travers le monde. Cette année, ce sont les véhicules qui attirent le plus l'attention des visiteurs. Des voitures sport en passant par les familiales haute technologie, l'automobile passe résolument au vert au salon de l'électronique de Las Vegas. Les véhicules comme le X-Scooter deviennent de plus en plus populaires. Celui-ci s'ouvre comme ceci, on ajuste le siège, on monte dessus et nous voilà partis. Le X-Scooter n'est pas plus difficile à contrôler qu'un vélo ordinaire, mais peut atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h. Il possède une autonomie de 24 km et a besoin de 4 heures pour charger sa batterie. D'autres véhicules utilisent la verticalité. Flea couvre son hélice pour des raisons de sécurité et devient une sorte de robot volant personnalisé. Mais même avec la présence de dizaines de drones au salon, l'entreprise chinoise Ehang se démarque du lot. Le Ehang 184 est le premier véhicule aérien autonome sur le marché. Il peut transporter une personne de 100 kg. Et le véhicule, qui fonctionne entièrement à l'électricité, est conçu pour transporter une personne à 3500 mètres d'altitude pendant 23 minutes. Après la sélection d'un plan de vol, le passager doit simplement cliquer sur les contrôles 2 fois, une fois au décollage et une fois pour atterrir.
Il est complètement sécuritaire parce que même un rotor, 2 ou 3 propulseurs ne fonctionnent pas. Ce véhicule aérien plane toujours, vole toujours, pourra toujours voler vers le point d'atterrissage le plus proche, s'assurant de la sécurité du passager. Pendant le salon, pratiquement chaque visiteur a pu expérimenter la réalité virtuelle, seul ou en groupe. Grâce au casque de réalité virtuelle HTC Vive, l'animateur Matthew Taylor crée ses peintures de l'intérieur. Je pourrais passer toute la journée ici à créer mon propre monde. C'est vrai, je ne voulais plus sortir, je voulais rester ici. Je peux faire tellement de choses. Cela aussi fait évoluer mon style dans la mesure où je peux intégrer davantage l'animation par rapport à lorsque je dessine sur une surface plane. Je pense davantage aux formes géométriques, donc je fais les choses différemment. Ici à Las Vegas, la technologie permet de changer la société de l'intérieur et de l'extérieur. La multinationale Nestlé lance son premier café en Amérique latine avec un nouvel emplacement dans la capitale du Mexique, Mexico. Nestlé tente de ravir une partie des consommateurs dans la mégalopole mexicaine qui se rendent pour la plupart chez Starbucks. Reportage. Pendant des décennies, le Mexique n'était pas particulièrement reconnu pour sa culture du café. Mais cela a changé il y a environ 10 ans, quand Starbucks a changé les choses en ouvrant le premier d'environ 400 cafés à travers le pays. Maintenant, c'est la multinationale Nestlé qui veut s'implanter dans le pays. Cette année, la marque lance des cafés à Mexico, y compris son premier magasin de café en Amérique latine, et va déployer des dizaines de camions de café à travers la capitale mexicaine. Les cadres de l'entreprise suisse espèrent que cela va aider à rehausser le profil de la marque, y compris de Nescafé, qui est principalement vendu dans des distributeurs automatiques de café et consommé à la maison. Vous devez être pertinent dans cette culture et vous devez parler la langue que tout le monde parle. Depuis le relancement de la marque en 2014, nous avons enregistré une croissance phénoménale dans la façon dont les gens perçoivent la marque comme étant plus moderne et plus jeune. Ceci nous donne la crédibilité et l'appui dont nous avons besoin pour nous lancer dans cette nouvelle aventure. Même si le Mexique est toujours le marché le plus important pour Nescafé, certains experts estiment qu'il sera difficile de briser l'hégémonie de Starbucks. Mais ils auront certains avantages. Arturo Hernandez est le président de la principale association de négociants de café au Mexique. Ce qu'ils vont faire, c'est de mettre des camions de café dans les rues. Ils pourront aller presque partout. Ils vont aussi vendre le café moins cher, peut-être pas la même qualité qu'un café qu'on retrouve dans les cafés, mais la disponibilité et l'accès libre aux produits pratiquement n'importe où pourraient les aider à voler des clients aux autres cafés. Nestlé a confirmé que son premier café va ouvrir ses portes dans 2 semaines et d'autres vont suivre dans les prochains mois. Et d'autres plans prévoient de tenter l'expérience à l'extérieur du Mexique. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans 1h30 pour une nouvelle édition d'Afrique Info. Excellente suite de programme sur CCTV français.